Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va se demander à qui appartiennent nos enfants. Aux parents, à la République ou à qui d'autre? On va se le demander avec la conscience bien vivante de l'Académie française. S'il y en a une, c'est vous, Alain Finkielkraut, auteur l'année dernière de L'identité malheureuse aux éditions Stock, un livre qu'on peut encore lire cette année, parce que ça n'a pas changé. Oui. Et puis, alors je ne sais pas très bien comment le présenter, grammairien, voyageur, monsieur je sais tout, surtout, sorte de pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole de l'Académie française, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Grammairien, parce qu'il publie des coffrets pour Noël, c'est formidable, sur les plaisirs de la grammaire. Il y a même un jeu d'Éric Orsena, La boîte de la langue française. Et puis, il y a un très beau roman aussi, Mali au Mali, parce que ce monsieur, en plus, spécialiste du coton, du chocolat, de tas de choses, il est aussi spécialiste de l'Afrique. Et puis vous, Isabelle Nazaraga, vous êtes thérapeute et vous publiez Les parents manipulateurs aux éditions de l'Homme. Face à vous, nos trois agrégés de philosophie, que le monde entier nous envie, sont tous là autour pour nous demander de les prêter. On va peut-être le faire, en tout cas. Eliatta Bekassis est là, avec Mazarine Pinchot, et puis Sophie Norman, qui remplace cette semaine Géraldine Mühlmann pendant toute cette émission. Vous pouvez intervenir sur #LGQ. Même vous, je savais, vous adorez ça, Alain Finkielkraut, ne vous gênez pas pendant l'émission. Sur #LGQ pour les grandes questions, vous pouvez nous engueuler, nous approuver, vous pouvez même aussi nous insulter. On va commencer tout de suite sur justement la question sur l'école. L'école va bien ou l'école va mal? On dit toujours depuis des siècles et des siècles, le niveau baisse. Déjà, Sénèque qui disait ça. Comment va l'école? On commence peut-être par vous, l'optimiste, Éric Orsena? Tant mieux. Non, l'école, moi je... Oui, mais vous ne payez rien pour attendre, Alain Finkielkraut. J'ai les chiffres de l'éducation nationale. Alors c'est assez intéressant de voir qu'au fond, il y a des phénomènes d'inégalité qui s'aggravent. Inégalité entre les très bons et les mauvais, ça s'accroît. Inégalité entre les garçons et les filles. Les filles sont de très bonnes et les garçons, globalement, de moins en moins bons. Ça n'a pas toujours été un peu ça? Non, ça monte. Moi, je vois en tendance, pas globalement. Inégalité entre la France et la métropole. Et puis, il y a un élément qui, moi, me terrifie, parce que c'est l'inverse de ce qu'on peut appeler la République. C'est-à-dire qu'en sixième, il y a entre 15% et 19% des enfants qui maîtrisent mal la langue écrite et parlée. La langue de la République. Vous avez été briefé par Alain Finkielkraut avant l'émission. Mais pas du tout. C'est pas interdit d'être d'accord avec quelqu'un qui a des idées qui se vérifient. Donc voilà les chiffres. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? C'est-à-dire, dès l'âge de 12 ans, ils ont plus de 90% de chances de ne pas avoir un véritable emploi. Et ceux qui maîtrisent mal la langue française, ils ne comprennent pas les questions qu'on pose dans les autres matières. Et quand on voit qu'il y a en gros 1 900 000 jeunes qui sont un peu en dehors du circuit, il y en a 150 000 tous les ans qui quittent le système scolaire sans rien, moi c'est une inquiétude énorme. Et j'en ai parlé au président de la République, François Hollande, il y a encore 6 mois, parce que je reviens sans arrêt sur cette question. Il m'a dit « Nous avons décrété que c'est une cause nationale ». Alors le Finkielkrautisme a gagné l'Académie française, visiblement. Mais pas du tout, c'est les chiffres, c'est la réalité des choses. Donc on dit ça, un peu, comment ça se passe. Voilà la réalité des choses. Alors, moi j'ai le respect le plus grand, évidemment, pour les enseignants. Je suis très souvent dans les classes, je vois ce que ça donne. Attention, vous avez des profs devant vous. Enseignant. Et moi aussi, je suis enseignant. Pourquoi je fais ces petits livres? Et c'est pour avoir à ma manière l'enseignement. Et quand on voit que d'année en année, ça se dégrade, quand on voit qu'il y a encore 15 ans, il y avait l'enfant et on parle des parents, l'enfant d'un ouvrier non qualifié avait 9 fois moins de chances d'avoir le bac que l'enfant d'un cadre, maintenant c'est 14 fois. Donc c'est ces tendances, moi, qui m'effraient. C'est-à-dire que le tissu de la République se déchire et l'éducation nationale ne reproduit pas seulement des élites, mais aggrave d'une certaine manière l'inégalité et plombe l'égalité des chances dès l'âge de 12 ans. Voilà. Ce n'est pas Alain Finkielkraut qui va vous contredire, à moins que...
pour introduire moi-même peut-être une petite polémique avec Éric Orsena, qui va l'étonner, mais j'ai ici les 300 propositions, 300 décisions pour changer la France de la commission Attali, dont vous avez fait partie, Éric Orsena. Bon, il y a longtemps, il y a prescription. Oui, non, la première Non. proposition consiste précisément à introduire l'anglais, le travail de groupe et l'informatique, et surtout à récuser la capacité de mémoriser ou l'application des enfants, tout ce qui peut étouffer leur créativité. Parler de la créativité des enfants de 6, 7 ou 10 ans, c'est un abandon de responsabilité. Comment voulez-vous qu'ils soient créatifs quand ils ont 50 ou 100 ou 150 mots à leur disposition? Ils ne vont pas se tirer eux-mêmes de la mare par les cheveux, comme le baron de Munchausen. Il faut qu'on les y aide. Et la mémorisation peut avoir un rôle extraordinaire. On adorait ça quand on était enfant, apprendre des fables, apprendre des poèmes, même dans une langue qu'on ne comprenait pas tout à fait. Mais cette langue devenait notre surmoi. Et donc, on ne s'exprimait pas n'importe comment parce qu'on avait ces auteurs en tête. Oui, on parlait ça, latin. Voilà, peut-être pas. Mais, et tout ça, on dit... Et Attali recommence aujourd'hui, le par cœur, c'est horrible, il ne faut pas mémoriser. Mais si, c'est quoi l'enseignement? C'est une mémoire, quand même. Et maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à Alain Finkielkraut, à qui Éric Matta a une toute petite question à poser. On regarde. Alain Finkielkraut, vous êtes comme un vieil oncle atrabilaire que l'on aurait plaisir à recevoir à sa table. Les mêmes charges contre l'éducation qui part à volo depuis 30 ans, les mêmes emportements rétrogrades. On vous pardonne beaucoup et l'on vous réinvite un peu maso. Chef de bande des hussards noirs aux lumières universalistes qui s'éteignent, vous êtes capable d'avoir l'émail des dents qui sautent face à la nouvelle traduction du Club des 5 qui remplace le passé simple par le présent. Cette année, vous êtes entré dans un autre club, l'Académie française. Vous aviez raté Ulm, voilà l'affront effacé. Vous êtes l'un des plus jeunes, ça ne veut pas dire l'un des plus fun. Pas le temps de rire, il faut écrire, débattre, se battre pour sauver ce qui peut l'être encore, l'école. Votre obsession, votre croix, même si vous êtes plutôt ni Dieu, des maîtres. Selon vous, l'école humaniste se serait évanouie au profit de l'école humanitaire. L'égalitarisme conduirait au nivellement. L'autorité serait aux abonnés absents. L'Internet dans l'enceinte scolaire achèverait de démolir ce qu'il reste de l'institution. Quant à la porosité de la laïcité, elle empêcherait l'intégration. Bref, les directeurs d'écoles privées peuvent se frotter les mains. Si l'école fut pendant un siècle le lieu de l'égalité des chances et de l'ascenseur social, il y a aujourd'hui 90% d'enfants de cadres et d'enseignants à Polytechnique. D'où ma minuscule question. Vous faites comment pour accroître le nombre de filles d'ouvriers à l'X, cher oncle Finky? Alors, je voudrais quand même rétablir une vérité. Je ne suis pas atrabilaire. Et je ne suis pas si vieux que ça. Donc le vieil oncle atrabilaire, non. Non, c'est pas vrai. Non, puis vous rigolez aussi. Faut dire. Deuxièmement... Pas trop à la télé, mais Comment dès qu'on sort des studios, vous rigolez. Bah, plutôt, oui. Ouais. Plutôt. Bon, voilà. Mais ça, je ne peux pas le dire moi-même. Mais si, je suis confirme, fun. je confirme. Je suis fun. Je confirme. En revanche, Je suis fun, je suis en fun. revanche... Mais il faut le dire avec un sourire quand même à ce moment-là, Alain Ah non, parce Finkielkraut. que je suis énervé, Ah oui, le il faut le vieil dire oncle. comme ça. Oui. Le Voilà. vieil oncle, là, alors. Donc, bon, j'ai quand même voilà, tenir un propos avinculaire ou avinculaire, on dit. Avin. Avinculaire, Ah bah, pardon. oui, il merci. faut lui demander, heureusement qu'il est là. Ah oui, Et puis, non, mais- ce serait bien qu'il intervienne à chaque fois qu'on dit une bourde. Demandez-moi. Voilà. Donc, je vais Révérend Père tenir ce Éric. propos. Le latin, je suis bon. C'est très intéressant, ça, parce que l'école polytechnique recevait davantage d'enfants d'ouvriers et d'employés avant la gigantesque démocratisation de l'école que depuis. Donc il faudrait s'interroger sur cette démocratisation elle-même. Pourquoi finalement défavorise-t-elle les enfants qu'elle serait censée promouvoir? Précisément parce qu'on a supprimé toute sélection interne aux grandes dames d'un ancien professeur à Polytechnique, Laurent Schwartz, qui est un homme très à gauche, parce qu'on supprime aujourd'hui les notes, les renouvellement, parce que l'instituteur de Camus
Monsieur Germain n'aurait plus sa place dans cette école. Il serait d'ailleurs sans doute poursuivi et châtié pour châtiment corporel, puisqu'il donnait, Camus le dit dans le premier ordre, des coups de férule à ses élèves. Vous imaginez la réaction unanime. Vous en c'est le receviez tribunal aussi, pénal vous. international. Notre génération, elle recevait des Non, coups, quand même. non, je n'en recevais pas. Des coups de craie, moi, dans la gueule. Non, moi, jamais. Mais, donc voilà. oui. Donc, il se trouve vous étiez que premier, c'est pour ça, vous, cet c'est- égalitarisme, et si vous voulez, dessert les enfants d'ouvriers. Parce que quand le niveau baisse d'une manière aussi dramatique, les autres enfants peuvent aller dans le privé, les autres enfants peuvent recevoir du soutien scolaire, et ceux-là, non. Donc voilà, c'est la question qu'on devrait être capable de se poser aujourd'hui. Au lieu de se poser cette question, on dit, et là évidemment, c'est mon côté vieil oncle, on dit on va introduire l'informatique à l'école. C'est l'ultime proposition du président de la République lui-même. On va numériser l'école. C'est du fétichisme technologique. Bon, alors, Je voudrais le rappeler. On a une phrase. Qu'est-ce que vous faites pour faire entrer plus de filles d'ouvriers à l'X, comme il demandait Eric Effectivement, Matin? je rétablis l'exigence à l'école, je rétablis l'émulation, je fais en sorte que précisément, je puisse repérer les meilleurs élèves. Je ne persécute pas l'élitisme républicain comme on le fait aujourd'hui, parce que l'élitisme républicain, c'était précisément cela, mais c'est en tout cas pas avec ces outils qu'on va y arriver. Et je voudrais rappeler que les enfants des cadres dirigeants de Apple, de Yahoo, de eBay et d'Amazon, eh bien, ceux-là vont dans des écoles totalement déconnectés. Il y a des décrets, des livres et des vraies bibliothèques. Alors, avant de venir à la grande question, là, les enfants appartiennent-ils à l'école de la République? Une petite question, comme ça, en passant. Bon, vous avez été longtemps prof à Polytechnique. Même vos pires ennemis le reconnaissent. Vous êtes un prof absolument formidable. Mais on se dit, est-ce que vous n'auriez pas été plus utile dans une ZEP? Parce que finalement, vous étiez fait pour ça, non? Je suis pas sûr. Alors, vous avez un côté Personne n'est fait prof pour ça. missionnaire, non? Personne n'est fait pour ça. Personne n'est fait pour être professeur en Seine-Saint-Denis. Mais personne, ni le combat est professeur difficile, le on plus se bat, expérimenté, ni l'autre. Il y a un niveau, si vous voulez, d'anomie, voire d'incivilité et de violence, qui fait que l'enseignement devient extraordinairement difficile. Mais il y en a qui pour réussissent tous. aussi. Il y en a. Écoutez, je ne suis pas sûr Il y a quelques saints et quelques moines soldats qui font du beau boulot là-bas, quand même. Oui, mais d'abord, je ne suis pas sûr que j'aurais la capacité d'être moi-même ce moine soldat, mais franchement, l'échec ne peut pas être imputé à l'inexpérience de tel ou tel enseignant. Il tient davantage à la sécession culturelle d'une partie de la jeunesse, sécession culturelle favorisée qui plus est, entretenue par l'industrie du divertissement. Alain Finkielkraut, je vais maintenant vous laisser entre les mains de Sophie Norman. Quelle perspective, je vous écoute. Alors, le modèle de l'école républicaine que vous défendez, c'est, on le sait, celui que vous avez connu vous-même, c'est-à-dire cette école qui a permis à l'enfant d'immigré que vous êtes, naturalisé à 1 an, de devenir professeur à l'école polytechnique et puis d'entrer à l'Académie française. Et donc, vous qui êtes si vigilant quant à la singularité du présent, quant à l'exactitude du temps présent, vous qui dénoncez ceux qui essayent de plaquer des catégories historiques, par exemple les catégories des années 30, sur notre réalité contemporaine. Est-ce que, pour le coup, vous n'avez pas le sentiment de faire un peu la même chose, c'est-à-dire, donc c'est pas du passéisme, c'est pas du conservatisme, mais je dirais peut-être plutôt une forme d'anachronisme, c'est-à-dire que en défendant ce modèle d'école républicaine, c'est un peu comme si vous preniez une pièce d'un puzzle et que vous essayiez de force de la faire entrer dans un autre puzzle. Écoutez, je ne crois pas. Alors, d'abord, c'est l'école qui est anachronique et qui est passéiste. Alain disait l'enseignement... Le philosophe Alain. Hein. Le philosophe Alain, pas moi. C'était pas vous-même, c'est Non, ça. en général, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Non, ça pourrait être Alain Delon aussi. Bah, Non, oui, et j'utilise toujours le patronyme. Ça pourrait être Alain Juppé. Je dirais pas de moi, je pourrais dire de moi Alain Finkielkraut, mais jamais Alain. Je défends, je n'aime pas justement les florescences des prénoms. Donc, Alain, le philosophe Alain, Émile Chartier, disait
que l'enseignement n'est pas rétrograde, mais il est par essence retardataire. Première chose. De toute façon, si le présent nous domine, si le seul temps réel, c'est le présent, il n'y a plus d'école. Et la question que je me pose, c'est y a-t-il encore place pour ce qu'on appelait l'école aujourd'hui, et pas seulement l'école républicaine. Hannah Arendt n'avait pas le souci particulier de l'école républicaine quand elle a écrit son article sur la crise de l'éducation. C'est une crise qui, dès 1960, frappait l'Amérique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit justement avec cette numérisation, c'est des articles, notamment dans Le Monde, qui semaine après semaine vous disent les maîtres ne seront plus des maîtres. On va supprimer les cours, ils seront des facilitateurs, ils vous aideront, ils seront des bibliothécaires. Mais c'est extraordinaire, c'est les origines de notre civilisation, aussi bien biblique que grecque. C'est Platon, c'est Aristote. Un maître parle à un élève, cet élève l'admire, c'est une relation absolument fondamentale et avec une sorte de légèreté extraordinaire née de notre fétichisme technologique, nous disons mais non, on va faire autrement. C'est plus le cours frontal. Il y avait des connards qui disaient avant, avec la télévision, on fera les cours à la télé, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, justement. On a l'impression que l'ordinateur est beaucoup plus impérialiste que les technologies d'avant. Et donc c'est de cela que je m'inquiète. C'est pas tellement de la disparition de l'école républicaine dans un monde qui aurait changé, et à ce moment-là, en effet, mais c'est de la place qui reste au concept de l'école aujourd'hui, où règne la communication plutôt que la transmission, où le présent, si vous voulez, fait office de seul temps effectif, ou comme disait Brandis, on ne sait même plus qu'il y a eu des siècles, il y a le passé qui est vieux, Casimir Brandis, un grand écrivain polonais. Voilà, c'est cela mon inquiétude. Donc ça va très au-delà d'une nostalgie d'une période particulière, et j'ajouterais simplement pour finir qu'il m'est arrivé aussi de m'ennuyer à l'école. Je n'ai pas, si vous voulez, c'était pas un lieu paradisiaque pour moi, cette école républicaine, mais effectivement, la transmission y avait encore cours. Mazarine. Oui, je voudrais revenir sur l'idée du maître. Et pour aussi revenir à une philosophe que vous aimez, que vous venez de citer, à savoir Hannah Arendt, sur la question de l'autorité. Est-ce que le problème de l'autorité du maître n'est plus celle de la sévérité ou du cadre institutionnel, mais précisément celle qui est le respect du savoir, et qui n'est pas un problème inhérent à l'école, mais qui est un problème inhérent à notre société plus globale. C'est-à-dire que, est-ce que les professeurs ne sont pas juste les victimes d'une civilisation qui ne considère plus le savoir, qui rendait légitime le respect et donc l'autorité? C'est-à-dire que l'autorité n'avait pas besoin ni du fouet, ni d'autre chose, mais uniquement de l'estime, et de l'estime d'une valeur qui se perd, qui est celle du savoir. Plus encore que le savoir, je dirais la culture. Puisque oui, pour y inclure les humanités, si vous voulez. C'est Peggy qui, à la fin de Deux Jean Cos, disait que de l'instituteur, qui n'était pas le représentant de l'État, qui n'est pas le représentant d'une majorité quelle qu'elle soit, des parents d'élèves, de la société, mais le seul et unique représentant de la culture, des poètes et des artistes et des philosophes. Quel est le statut aujourd'hui de ces artistes? Évidemment, ils sont totalement dévalués au profit d'une nouvelle super-élite où la célébrité est son propre critère, les footballeurs, les choses comme ça, les rappeurs, etc. Donc évidemment, ça rejaillit sur les professeurs, quelquefois d'ailleurs déconsidérés par leurs élèves, par certains de leurs élèves, parce qu'ils gagnent très peu d'argent. Parce que, évidemment, c'est Pascal qui le disait très bien. Il y a 3 ordres: l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité. Et les grandeurs de l'esprit ont quelque chose de, si vous voulez, d'unique. Elles ne peuvent pas se comparer aux grandeurs de la chair, des puissants, des rois, des capitaines. Mais aujourd'hui, les grandeurs de l'esprit, on a l'impression qu'elles ne sont valorisées que si précisément elles s'accompagnent d'opulence, de prospérité, de grands tirages, si vous voulez, de grands tirages. Et évidemment, cela a une répercussion sur le rapport des élèves et des professeurs. Et les professeurs sont les premiers à en souffrir. Oui, mais qui décide des canons du mérite ?
C'est-à-dire que si ce sont les grandes écoles, l'ENA, Normal Sup, etc., bon, je ne vais pas cracher dessus, mais qui décident des canons de la grandeur intellectuelle, etc., alors effectivement, s'il y a un modèle unique, c'est fichu. C'est-à-dire que pourquoi ne pas intégrer à l'intérieur de l'éducation d'autres types de mérites, des mérites musicaux, des mérites artistiques, c'est-à-dire diversifier aussi la question du mérite. Quand même, Nazarine Pinjot, diversifier le mérite. Je ne suis pas hostile a priori à une réflexion de ce type, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle risque de, si vous voulez, d'officialiser, de ratifier l'échec définitif d'un certain mode de transmission. Il s'agissait d'intégrer les enfants à un monde plus vieux qu'eux. Hannah Arendt dit l'enfant n'est pas simplement une créature inachevée, un être en devenir, mais un nouveau venu sur la Terre, une sorte d'immigré. Il faut l'intégrer dans ce monde. Et donc, cela, si vous voulez, de cette intégration, il y a des critères. Il y a des critères, la manière de parler la langue, les connaissances qu'on a, la culture qu'on acquiert. On n'y arrive plus, quelquefois on ne le fait plus. L'enseignement veut tout autre chose. Et donc, on se dit, on a maintenant les critères qui correspondent à l'époque ancienne de l'intégration, eh bien, on va les supprimer et tout d'un coup, les diverses formes de créativité vont être favorisées parce que la culture, on oublie. Non, c'est pas ce que vous vouliez dire. Soit l'un, soit l'autre. C'est un danger. C'est questionner le tronc commun, par exemple. À quel moment il y a une diversification possible? Vous parlez du collège unique. Il y a quelque chose de problématique avec le collège unique. Avant, c'était le brevet d'État et après, il y avait de la diversification. Alors, évidemment qu'il faut un tronc commun jusqu'à un certain âge, mais pas jusqu'à la fac. Parce qu'après, on arrive avec des étudiants qui vont faire une année de philo, puis ils ne savent pas pourquoi ils sont là, puis ils vont perdre 10 ans. Donc, mais pourquoi ça, est-ce ne pas se spécialiser à un autre endroit, mais qui serait valorisé socialement? Parce qu'aujourd'hui, on ne valorise que les lettres, les maths, etc. Mais il y a d'autres lieux qui doivent être valorisés. C'est aussi ça, c'est un problème de reconnaissance de la part de notre société. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Oui, Ils approuvaient. Ils approuvaient. Je suis d'accord. Question d'Eliette Abécassis. Alors, dans votre livre, il y a un très beau passage sur la galanterie que je ne résiste pas au plaisir de lire. La galanterie est une atmosphère avant d'être une entreprise, une convention avant d'être une conquête, un jeu gratuit avant d'être un comportement intéressé, un rôle que l'on tient, une représentation que l'on donne. C'est très beau et c'est par rapport au voile. Et en fait, ça pose un problème qui est celui de l'envahissement des tabous à l'école. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va enseigner dans une école où on ne peut plus enseigner la galanterie, ni la Shoah, ni Darwin, ni Voltaire, ni Madame Bovary? Qu'est-ce qu'on va faire face à quand même un public qui a changé et qui ne permet plus d'enseigner certaines valeurs? Tout le public n'a pas changé, mais vous avez raison. Je parlais tout à l'heure d'une forme de sécession culturelle. Elle existe et elle se manifeste aussi à l'école. Des enseignements sont de plus en plus contestés. Madame Bovary est contraire à ma religion. Certains professeurs de français l'entendent. L'enseignement de l'histoire est très difficile. Il s'agit d'une part de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de tout ce qui concerne le Moyen-Orient, pas simplement Israël, etc. Oui, là, nous avons une vraie difficulté. Et c'est parce que la crise ou la difficulté actuelle de l'enseignement a quelque chose à voir aussi avec une autre crise, la crise de l'intégration. L'intégration se faisait par l'école, et si elle ne se fait pas, c'est à l'école que ça se voit. Et là, il faut nous demander qui nous sommes. Nous ne pouvons pas, je crois, enseigner le monde, toutes les religions en même temps. Évidemment, la population change, mais nous sommes porteurs d'une civilisation, la modalité française de la civilisation européenne. Et c'est autour de cette réalité-là que nous devons penser notre enseignement et le faire de manière tout à fait intransigeante, parce que l'école ne refuse personne. Elle ne refuse pas certaines jeunes filles, elle refuse le voile. Et quand elle refuse le voile, elle affirme quelque chose de son être propre. Et voilà, on n'habite pas la stratosphère, on habite un lieu, on est dans un espace, on est tributaire d'une histoire. L'école doit l'affirmer et le faire sans crainte. Malheureusement, le politiquement correct ne l'y est pas. Alors, on va poursuivre maintenant
avec Éric Orsena. Oui. Ah, je suis transformé en homme sans vie, parce que ça, c'est Merci, pour merci. Noël, là, sur la grammaire, ça amuse tout le monde, Merci, visiblement. oui, enfin, Mais oui. avant, Au départ. avant que vous passiez à la question, Oui. il y a une toute petite question, une minuscule petite question à laquelle il faudra répondre. C'est la petite question, la minuscule question d'Éric Matin. On regarde. Éric Orsena, il est grand temps de tomber le masque. Passe encore votre pseudonyme emprunté avec sa bénédiction à Julien Gracq. Oubliez vos vaines tentatives pour vous faire passer pour un Tintin contemporain. Certes, vous avez une tête de Père Noël, mais il faut désormais assumer. Vous êtes le troubadour érotomane de la langue française. Des preuves, on en trouve des dizaines dans vos écrits qui se vendent par centaines de milliers. Les mots fascinent par leur caresse discrète et troublante. Écrivez-vous dans La grammaire est une chanson douce. Vous estimez ailleurs que la ponctuation a été inventée pour exprimer les sentiments et marquer le rythme du cœur. Plus loin, vous affirmez que la grammaire est une allégorie fertile, notamment pour les relations amoureuses. Vous êtes le Casanova des locuteurs. Vous ne parlez pas de conjugaison, de dictée, de règles, mais d'amour. Si la grammaire est le solfège du monde, on peut sans fléchir affirmer que vous en êtes le brillant soliste, et ce n'est pas de la flûte. Dans un pays où l'on ne dit plus grammaire, mais observation réfléchie de la langue, il est heureux d'avoir un petit homme vert, parmi les géants de l'Académie, qui trace une carte du tendre singulière de notre langue. Car si les mots sont des planches jetées sur un abîme, comme le disait Valérie, celui-ci est inquiétant. Un jeune sur 5 ne maîtrise pas la langue française à l'entrée en 6e. D'où ma minuscule question. On vend chaque année 1 million de dictionnaires en France. À votre avis, à quoi servent-ils, cher Éric Orsena ? 1 million, c'est énorme. Mais 1 million, pourquoi? Parce que le dictionnaire, c'est la carte du monde. Un dictionnaire, c'est ce qui permet de raconter toutes les histoires. Il y a toutes les « il était une fois » dans un dictionnaire. La langue, elle est vivante. Donc c'est ce que j'essaie de raconter. Pourquoi vous privez-vous de ce cadeau, de ce trésor gratuit? Et en plus, je leur dis que si, comme moi, par exemple, vous n'avez pas un physique formidable, s'il n'y avait pas les mots, mais c'est impossible. Ma seule chance. Voilà. Vous voyez, j'avais raison. Grâce à ça, je dois tout aux mots. C'est vrai que les Ma filles vie adorent personnelle. les beaux parleurs. Mais oui, attends, les mecs super beaux comme vous, c'est vrai pars, qu'ils emballent tu plus pars, vite, ouais. mais on peut après essayer de tenter sa chance. De récupérer les miettes. Parce que, voilà, parce Avant que de se Franck, demander- il a les deux, donc c'est Avant de assez se désespérant. demander si les enfants appartiennent à la République française, cher Éric Orsena, petite question comme ça, vous étiez un bon élève? J'étais dans la besogne. Et puis je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que dans la besogne, j'écrivais depuis l'âge de 10 ans. C'est très rassurant d'entendre J'écrivais, ça, parce que donc moi, besogne. je pensais que Correct, vous correct. étiez par-dessus tous les autres. Non, oui. correct. Et puis j'étais très mal dans ma peau, enfin terrible, des névroses de folie. Et puis brutalement, mon deuxième roman, j'ai eu le prix Nimier, et il y avait Paul Guimard, il y avait Félicien Marceau, il y avait Jean d'Ormesson, etc. Et juste après Modiano, ils me disent « Vous êtes parmi nous ». Et le bonheur m'a permis d'accélérer. Et brutalement, hop, je suis passé de la besogne à quelque chose d'une sorte de danse. Bon. Et quand on me demande ce que je fais maintenant dans la vie, je suis promeneur professionnel. Alors, promeneur professionnel, épicurien, navigateur joyeux. Alors, justement, à travers tous vos voyages, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur les enfants français? Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? Écoutez, ce qui me frappe dans la jeunesse française, et je vais revenir sur une sorte d'obsession pour moi, c'est la division en deux. Il y a une partie de la jeunesse française qui est ivre du monde, c'est son terrain de jeu. Ils vont partout, ils regardent, ils aiment ce qui se passe. Ouais, Ils voient Shanghai, pas, on ils entend voient parler pas- français partout, Ils ne voient oui, pas c'est des ça. menaces, ils voient Ouais. des opportunités. Et l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, Erasmus, c'est 25 000 jeunes Français par an. Extraordinaire, ouais. 25 000 seulement. Pas Et les assez, autres, ouais. ils font quoi? Parce qu'il y a- Moi, je serais président de la Commission européenne, mais c'est très bien, 300 milliards d'investissements. Mais d'abord, je multiplie par 10 Erasmus. Puisque quand Mais on voit pourquoi les vous jeunes, n'êtes pas président de la Commission européenne? Je comprends pas. mais je me demande. Peut-être parce que je ne suis pas luxembourgeois, donc je suis moins fort en optimisation fiscale. Vos livres se vendent très très bien, vos livres sur la grammaire sont des best-sellers, et le roman aussi, là, Mali au Mali, mais ça montre quand même que tout ce qu'on vient de dire sur le niveau qui baisse,
ça n'est pas tout à fait exact, non? Mais ce n'est pas le niveau qui baisse, c'est une sorte de volonté, de désir général, voilà, de se saisir, encore une fois, de ce trésor. C'est comme si on me disait, maintenant, arrêtons la nourriture, la gastronomie, la différence des plats, des recettes, des vins, etc. Vous allez être nourri par le goutte à goutte et une pilule. Eh bien non, regardez les mots. C'est vrai que c'est compliqué un petit peu la grammaire, mais je vis dans les classes en disant, moi j'ai une façon pour rendre le foot beaucoup plus facile. Ah ouais, c'est quoi monsieur? Eh bien voilà, on a le droit de mettre les mains. Bon alors c'est pas du foot, c'est du rugby ou c'est n'importe quoi. Ben, je lui ai dit, c'est pareil la langue française. Tu fais un peu d'effort et tu vas prendre ton pied. Alors, les enfants, ils appartiennent à la République française, vous pensez? Ah ouais. Oui. Ouais, c'est eux qui créent la République à venir. Et Donc, moi, je veux plus ils savoir leur appartiennent. ça. Enfin, ils la possèdent Il n'y en a même pas temps. d'appartenance, il y a un projet commun. Moi, ce qui me frappe, enfin, il me Quelle que désespère. soit leur origine, leur nationalité. Quel est le projet? Quel est le projet commun? Je vois une France qui se divise en deux, et les deux France s'écartent. Voilà. Et moi, ça me déchire parce que, voilà, Vous dire, il y a la France mondialiste et la France zémorienne, c'est ça? Eh bien, regardez les votes. Ouais. Regardez les votes, regardez ce que ça. Et puis il y a la France des villes, des métropoles. Et puis il y a les villes où il y a les périphéries, où il y a les villes du milieu, de 30 000 habitants, qui perdent tous leurs habitants de 18 ans à 65 ans. On fait quoi avec ces gens-là? C'est la moitié de la France. On n'est pas une somme de Singapour, nous. Alain Finkielkraut, je connais déjà votre réponse, mais Allez-y, les enfants, je vais vous interroger. Les enfants appartiennent à la République française ou pas? Non, ce mot d'appartenance me gêne. Les enfants ne sont pas une propriété. Ils ne sont pas une propriété, c'est des choses. Donc on peut s'approprier. Les enfants, simplement, en effet, ils vont former la République de demain à condition que les parents et les professeurs d'aujourd'hui sachent leur transmettre quelque chose, assument une certaine responsabilité. Et sinon, eh ben, il se passera tout à fait autre chose. Alors moi, je veux bien qu'il y ait deux France, et Ricoeur-Sénat a raison. Je souhaiterais simplement que la France, les Français plus mondialisés, soient autre chose que de purs individus consommateurs. Parce que l'un des destins possibles de l'élite, justement, de celles et de ceux qui réussissent, c'est de sortir de la République, ou Chiré, et de devenir de purs touristes. Il y a une touristisation générale. De plus en plus de touristes arrivent, et de plus en plus de touristes les accueillent. Et on appelle ça la tourista. Ah bah il est très très Ah bon. oui, ça, là, on est aux grosses têtes. Hein. Alors, Isabelle Nazaraga, vous pensez que les enfants appartiennent La à première la fois qu'on me République pose ou la pas? question, immédiatement, j'ai pensé à l'humanité. Les enfants font partie de l'humanité. C'est vrai que le mot appartiennent à. Ils composent le tout. Mais le tout, c'est l'humanité. Alors, on parle d'un instant de la mondialisation. Il me paraît évident que nous avons, nous, parents, à faire en sorte que nos enfants aussi connaissent Shanghai ou les États-Unis ou la Bolivie. Et que cette connaissance par l'expérience, et moi je suis plutôt une personne de l'expérience, même si j'ai une tête bien remplie également, je préfère parler de l'expérience qui amène une connaissance. Et les gens qui ont besoin de cette expérience vont avoir à ce moment-là leur culture générale là où il faut. Et cette expérience, je pense que les parents, on parlait beaucoup jusqu'à présent de l'éducation nationale avec des gens extérieurs à la famille, je pense que la famille a un rôle énorme chaque jour là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Mazarine Pinjot, c'est à vous maintenant d'interroger Ricoeur-Sénat. Avant de faire passer Ricoeur-Sénat la question, puisque c'est comme ça que vous le présentez, une sorte de tribunal d'inquisition ici. Hein. C'est organisé comme un tribunal d'ailleurs. Hein. N'est-ce pas? Quelle Alors Madame la procureure. Voilà, Madame la procureure. Non, d'abord, je voudrais quand même juste rendre hommage aux profs, parce que là j'ai l'impression qu'on parle de l'école. On fait que ça depuis le début de l'émission. On fait que parce ça. que combien de profs courageux, combien de profs qui transmettent, qui sont. Voilà. Je suis d'accord. Puis on est ému quand on pense tous à nos profs, Non, mais je suis d'accord. Mais ils sont encore là, les profs. Ils font du bon de nos boulot. petits-enfants. Encore là. Absolument. Ils risquent leur vie aujourd'hui. Non, mais vraiment. Et puis, Non, mais je suis on est d'accord, personne ne une conteste fois ça. ceci posé, c'était ma petite larme.
Alors moi, je bois du petit lait quand je vous entends parler de la grammaire. Moi, je suis obsessionnelle de l'orthographe et de la grammaire, donc ça me touche beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est la colonne vertébrale de tout le reste. Que la maîtrise de la grammaire, c'est ensuite la maîtrise du monde, puisque la maîtrise de la parole, c'est ensuite la possibilité, effectivement, de s'accaparer d'autres espaces. Maintenant, je voudrais pointer du doigt un danger qui n'est pas tant celui de l'école que celui d'une langue. La langue, on va dire, une langue quasiment commune, qu'on entend parler sur les plateaux de télévision, qu'on entend parler dans les médias, qu'on entend parler chez les politiques, et qui est celle de la communication. Et à mon sens, cette langue qui nous parle, c'est-à-dire cette langue qu'on utilise forcément inconsciemment, puisqu'on n'a que cet outil-là à disposition, et dont on ne voit pas la dangerosité inconsciente, en réalité, dans laquelle on baigne. Cette langue qui est cette novlangue où on parle par parataxe, service client, où on parle par euphémisme. C'est quoi parataxe, pardon, excusez-moi. C'est quand on accole des mots sans grammaire. Parataxe, on colle voilà, des mots, d'accord. Où l'on parle, où l'on parle par euphémisation, plan social. Est-ce que cette langue, mais qui nous vient, moi, à mon sens, de la Seconde Guerre mondiale et d'une forme de déshumanisation qui n'est pas visible, qui est inconsciente, mais qui est répercutée par une forme de langage. Et vraiment, si on était attentif à la façon dont on use du langage et en réalité dont il use de nous, parce que c'est ça la vérité, comment faire pour essayer de créer une forme de réflexe critique, d'attention par rapport à la manière dont on est nous-mêmes pensés par le langage au lieu de pouvoir penser par le langage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Il a compris. Oui. Non, mais il est malin, Je fais des efforts, mais j'ai compris. Non, Alors, mais réponse je suis d'Éric bien Orsena. d'accord avec vous. Quand vous voyez un homme politique actuellement parmi les plus cultivés, Laurent Fabius, normal, agrégation, tout ça, etc., qui se dit... Pas autant que Bruno Le Maire. Si je veux... Oui, mais pas mal. Si je veux avoir une place en politique, il faut que je parle avec 400 mots. C'est une catastrophe. Parce que c'est une stratégie, mais qui est une stratégie du mépris. On a connu d'autres responsables politiques qui, au contraire, passaient, De Gaulle, d'autres, qui, au contraire, faisaient monter la communauté nationale en réemployant des mots. Donc cette question-là, elle est absolument clé. Et on a 400 mots qui sont évidemment plus graves que ce qu'on vient de dire, encore plus grave ce qu'on vient de dire, puisque c'est une homogénéité, parce que ce n'est pas des mots seulement français. Vous comprenez? Cette question-là, elle est absolument terrible. Et il y a un élément qui me semble épouvantable, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. Moi, je préfère qu'on dise aveugle plutôt que malvoyant. La langue française, elle doit dire les choses. Et elle dit de moins en moins. L'euphémisation, comme ça, on n'ose pas, encore une fois, le déni. Non, mais vous voyez, non, mais parce qu'on fait de la télé. Alors, non, mais c'est exactement ça. Non, Voilà. Attendez, C'est ça. quoi le vocabulaire? Attention. Je veux intervenir, parce que voilà, là, je vais être le ringard absolu. Au temps de l'ORTF, vous pouviez utiliser ces mots sans que ça pose le moindre problème. Le moindre problème. Aujourd'hui, dans les journaux, vous faites Le Monde. Un auteur fait la moindre référence historique. Un auteur doit écrire sur les journaux de Himmler. Il fait une référence à la conférence de Wannsee. Il se fait taper sur les doigts par le rédacteur en chef du Monde des Livres parce que, dit-il, les jeunes ne comprennent pas. Le jeune est devenu le critère et jeune, dans la langue commune, ça, jeune, c'est-à-dire bac plus 5, plus 7, plus 12, plus 14, ça veut dire ignorant. Mais qu'est-ce s'est-il passé? On a peur. Vous savez très bien ce que veut dire euphémisation. Oui, on mais est sur la 5. non, attendez. Et vous avez Oui, peur. non. Parataxe, vous avez peur. Je n'ai pas Mais peur, qu'est-ce j'ai qui pas se peur. passe Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est ma seule fonction dans l'émission, de toute façon, de faire en sorte que voilà, ce soit Mais moi, je suis fluide et d'accord avec vous, compréhensible. mais c'est intéressant. Je ne Qu'est-ce sers qui qu'à s'est ça. passé Je ne sers qu'à Qu'est-ce ça. qui s'est- La catastrophe a eu lieu. C'est pas qu'elle va avoir lieu, elle est derrière nous. Voilà, maintenant je me tais parce que... Mais c'est le je peux thème plus de rien son- dire. Sophie Nordman. Ouais, alors, appauvrissement de la culture, appauvrissement de la langue, vous venez d'en parler avec les 400 mots, et puis c'est ce que vous mettez, c'est ce que vous racontez dans votre livre avec cet empereur Nécrole qui autorise seulement Nécrole. 12... Nécrole, ce que dit Mazarine. Voilà. On écrole, on rabote, on rabote. Et je trouve que dans votre discours, vous mettez en évidence un paradoxe qui me semble intéressant. Vous faites le constat donc d'un appauvrissement de la langue, mais vous faites aussi le constat d'une toute-puissance de la langue à l'heure
d'Internet, des médias, de la communication, des mails, des SMS, etc. Celui, dites-vous, qui ne maîtrise pas la langue est socialement mort, et ça se joue très tôt, ça se joue dès la 6e. Et donc, il est là. Est-ce que ce n'est pas dans ce paradoxe-là d'un appauvrissement dramatique de la langue couplé à une toute-puissance de la langue, est-ce qu'il n'est pas là le vrai danger ? Vous avez raison. Et puis en plus, il y a d'autres territoires de la langue qui sont d'une richesse inouïe. Il se trouve que je suis assez proche d'Oxmo Puccino. Il est né au Mali et je connais mieux le Mali. Ça, c'est un rappeur bien connu. C'est un rappeur comme ça, Abdel Malik. Ça j'ai tout de suite compris. Là. Oui, bah, c'est marrant, tu vois. Il est jeune, c'est le plus jeune de tout le monde. Et donc, on voit cette formidable passion pour la langue. Il se trouve que j'étais à un moment donné avec des responsabilités, à un moment où on a décidé d'imposer des quotas pour qu'on écoute sur les radios françaises de la chanson française. Qu'est-ce que j'ai pas entendu de mes enfants, de tout le monde, Ringardos, plus qu'un oncle Atrabiller, etc. Et 2 ans après, au lieu d'entendre un marshmallow qui ne comprenait pas, brutalement revient la chanson française. Laquelle chanson nous accompagne ? C'est de toute notre vie, on se souvient des moments importants de notre vie avec une chanson. Donc c'est ça ce que doit rapporter. Donc mon boulot à moi, c'est d'être prof d'une autre manière, c'est-à-dire pourquoi vous vous privez de ça ? Eliade Abekassis. Ce qui est important aussi, c'est le support. On a changé de langue quand on est passé du papyrus au codex, puis du codex au livre imprimé. Et aujourd'hui, on a un vrai changement de support qui est la révolution technologique. Et ce changement inaugure un nouveau type de langage. Et notamment ce langage SMS qui est en train d'envahir toute la pensée, en fait. Et comme vous le dites, ce sont les mots qui nous inventent. Qu'est-ce que le langage SMS et le nouveau support numérique est en train d'inventer comme homme ? Dans toute l'histoire de la langue, il y a plusieurs niveaux de langue. Il y a des langues savantes, et puis il y a des langues très populaires. Il y a des langues qui veulent se protéger de la communication, c'est-à-dire l'argot, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, je vois que dans le SMS, qui ne me gêne pas du tout, d'abord, certaines abréviations sont extrêmement drôles. C'est du queneau, d'où ce qui pue longtemps. C'est vraiment, on aurait pu des choses. Mais c'est aussi un appauvrissement. Oui et non, parce que ça dépend des gens. Parce que c'est très utilitaire, justement, c'est comme l'école avec ces 10 mots utilitaires, le langage SMS, c'est un petit peu ça. Je préfère, d'une certaine manière, le SMS au téléphone. Oui, d'abord parce que ça dérange moins. On peut dire aussi qu'Emigou a écrit des chefs-d'œuvre avec très peu de mots. Hein. Oui, voilà, bien sûr. C'était sa particularité, d'ailleurs, Sophie. Oui, moi, je voudrais peut-être introduire un tout petit peu de dissension dans cette défense très consensuelle de la langue. Vous menez donc tous les deux, Éric Orsena, Alain Finkielkraut, on l'aura compris. Pas le SMS, moi. Justement, c'est sur ça. Un voilà, combat ça y est, c'est la rupture. Commun, la langue rupture, française est en danger. Donc dans ce combat commun, néanmoins, il me semble que vous n'êtes pas tout à fait d'accord parce que vous, Éric Orsena, il me semble que vous voyez le danger dans cette novlangue dont parlait tout à l'heure Mazarine, cette langue technicisée, appauvrie, etc. Mais vous saluez les apports les nouveaux mots inventés dans les quartiers par les jeunes de banlieue, etc. Vous, au contraire, Alain Finkielkraut, le vrai danger, la vraie menace de la langue, c'est là que vous la voyez. C'est justement dans cette langue des banlieues. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là un désaccord entre vous dans ce combat commun ? On a un rapport peut-être différent avec la modernité. Moi, je suis un malade d'optimisme, donc j'essaye de chercher partout ce qui peut arriver. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est inventé. Je donne un exemple, à un moment donné, pour prendre le mot « cigarette ». Et il y avait une invention, et je voulais que ça soit dans le dictionnaire de l'Académie, puis je suis arrivé trop tard, on n'était plus à la lettre N. C'était pour une cigarette, nuit grave. Pour nuit gravement à la santé. Ouais. C'est vachement mieux que cigarette. Ce genre de truc d'invention partout. Et la créativité que je vois partout, avec mes potes Oxmo et tout ça, etc., je la vois, c'est merveilleux ça. Je préfère, mais 1000 fois ça. Les potes Oxmo, Puccino. Hein, mais 1000 fois ça à cette langue qui tue la langue. Parce que si on doit avoir cette langue de la communication, cette nouvelle langue, je préfère à ce moment-là passer à l'anglais. Alain Finkielkraut. Non, mais moi, je n'ai pas d'antipathie particulière pour telle langue, pour la langue des banlieues. Effectivement, je ne voudrais pas l'avoir érigée en modèle, et ce n'est pas celle-là qu'on apprend à l'école. Et disons, pour ce que j'en entends,
voilà, ici ou là. Bah, Je suis avec plutôt Eric Orsena, c'est connu, vous écoutez du Voilà. Oxmo rap. Puccino J'écoute du rap. à l'Académie française avec Jean Mais j'y d'Ormesson suis qui pas danse. encore. Ouais, ouais. J'y suis pas Alors encore. d'ailleurs, on peut vous l'annoncer, on monte un groupe tous les deux. Oui, mais ça, ce sera le jour de la réception. Wow, cool. Mais donc, je suis plutôt frappé par sa pauvreté, c'est tout. La question, effectivement, une langue, quelle qu'elle soit, doit être jugée à sa richesse et surtout peut-être à son sens des nuances. J'aime dans la langue précisément la possibilité de dire plusieurs choses et d'en éprouver aussi davantage que ce que je peux ressentir spontanément avant que je n'en connaisse toutes les richesses. Et voilà, est-ce que le rap actuel brille par la nuance? Si c'est vrai, il faut absolument, et aujourd'hui, dès aujourd'hui, essayer de m'en convaincre. La langue Eh des bien, banlieues ce sera brille fait. plus par sa Ce nuance sera fait. et sa subtilité que certains discours très convenus, que ce soit du parler vrai ou du politiquement correct, qui est Ouais, ça, nous sommes deux d'accord. stratégies à peu près identiques de la communication. Enfin, je trouve Parler vrai. qu'il y a plus de richesse dans la langue des banlieues que ce Je qu'on vais peut te en faire faire. un Alors, petit colis. On va en venir à vous maintenant, Isabelle Nazar-Agap. Donc vous êtes thérapeute. Oui. Vous publiez Les parents manipulateurs. Juste une petite question parce que vous êtes spécialiste des pervers narcissiques. Oui. Vous avez repéré ici sur le plateau là. Je le dirai jamais. Oh non, non, s'il vous plaît. Non, il y a Non, mais on assume, Ah on non, assume. après, il y a Vous toute c'est- la défense, la allez, lamentation. allez, Au contraire. Il y en a combien déjà? Une Sur le majorité. plateau, vous en avez vu combien? Donc, quels sont Je ne ceux le qui ne dirai sont pas. pas Non, pervers? le chiffre. Ça, Parce que narcissiques, on les tous, mais quels sont les pervers? en général, Il y en a qui les sont hommes très le sont bien plus cachés. que les femmes. Non, ou c'est- pas plus. Pas plus. pareil. C'est très caché géré en public, hein, la plupart du temps, mais il y a quelques-uns qui transpirent tellement que ça en est évident. Alors, avant de répondre à la question, les enfants appartiennent-ils à leurs parents? Bon, les parents Bon. manipulateurs, en gros, les parents sont des ordures. Les parents manipulateurs sont des parents qui sont déjà eux-mêmes pathologiques et qui font des enfants. Ouais. C'est bien ça le thème de mon C'est bien livre. ça, c'est bien Je ça. ne parle pas des parents Normaux. classiques qui manipulent de temps en temps des mômes pour leur faire laver les dents ou faire les devoirs. Je parle des parents qui ont une Ou pathologie qui leur donnent de l'argent pour qu'ils aillent à psychiatrique. l'école. Oui. Oui, j'en ai pas encore vu, mais... non, je parle... C'est vachement plus grave que ça. C'est que ces parents, enfin ces hommes et ces femmes, il y a un équilibre, hein, je dirais, dans le quota, sont des personnes qui sont pathologiquement narcissiques et non pas normalement narcissiques et qui ont besoin d'écraser les autres, même leurs propres conjoints, pour exister, et ce, à refaire chaque jour et plusieurs fois par jour, de plusieurs manières, et qui ont malheureusement comme cible également leurs propres enfants, et qui vont empêcher leurs enfants de s'épanouir au-delà de leur propre statut ou je dirais métier, réussite, on va dire, si le parent Alors, a un tant soit peu réussi. votre livre, Les parents manipulateurs, il tombe quand même à pic. À un moment donné, on a le sentiment que les parents ont de plus en plus de pouvoir dans l'école. Ben, moi, je trouve ça Face aux positif. profs. Je trouve ça positif que les parents, en tout cas de nos générations, puissent aussi aider les Anna Finkielkraut, je suis professeurs. sûr qu'il n'est pas d'accord. Ben, moi, je trouve que c'est les parents qui vont aussi contribuer à ce que demandent les professeurs, mais à la maison. Ah oui, vous avez raison. Ah, bien s'ils sûr. sont en C'est dans ce sens-là, accompagnateur, moi. bien La sûr. bien question, sûr, Oui, dans oui, ce je suis dans ce sens-là. sens-là. Hein. Maintenant, les parents qui cassent la figure à un prof parce que le môme a eu 4 sur 20, Non, mais il faut Ça pas arrive, exagérer. hélas, beaucoup. Hein, ouais. Le problème, Bon. c'est la clientélisation, les parents clients de l'école. Le professeur, perçu d'abord comme un prof, donc déjà on lui coupe les 2 tiers de son maître, et ensuite comme un prestataire de service. Et certains parents ont cette attitude aujourd'hui. Oui, si c'est vous comme voulez. un garagiste qui a mal réparé la Voilà, bagnole. Ouais, il c'est a, ça, ouais. est-ce qu'il n'a pas bien réparé la voiture, mon fils ne doit pas redoubler, etc. Donc ils investissent l'école avec des exigences de consommateurs de l'école. Mais ça, c'est révélateur d'un climat d'échéance généralisée de la figure du maître. Mais certains parents peuvent avoir le souci inverse. Ils peuvent se dire, mais voilà, et pourquoi l'école ne répond-elle pas aux exigences républicaines
qu'ils avaient Mais pu enfin, c'est pas y mon mettre. sujet. C'est pas mon sujet. Là, je parle des parents qui peuvent empêcher les enfants de s'épanouir, aussi d'aller en faculté. Les parents manipulateurs Bien sûr. font en sorte d'empêcher par la coupe budgétaire, d'ailleurs, des enfants qui deviennent étudiants, pour ne pas se sentir dépassés, qu'on appelle être surpassés. Donc, c'est du réel dans certaines familles. Et il y a des jeunes qui n'ont jamais pu faire les métiers qu'ils voulaient parce qu'ils ont été coupés à la base comme s'ils étaient des nuls ou comme s'ils ne devaient pas réussir, justement. Eliette C'est de ça dont Abécassis, je parle, moi. c'est à vous. Alors vous êtes une spécialiste des pervers narcissiques, donc ce sont ces hommes souvent de pouvoir, Franz, qui... Mais il n'y en a pas s'entourent autour de du plateau, femmes. elle a dit qu'il n'y en avait pas. Elle a dit qu'il y en avait J'ai pas. dit que je ne Elles dirais pas. enlèvent l'estime Bien sûr, d'elles-mêmes évidemment. et qui sont en passe de devenir un vrai phénomène de société. Alors quand il s'agit d'un conjoint, on peut très difficilement s'en libérer, mais quand il s'agit d'un parent, on ne peut pas. Et alors tout le problème est comment faire face à ces parents qui s'accaparent leur enfant et qui le manipulent jusqu'au drame, puisqu'il y a un autre phénomène. Là, juste sur le mois de mai, ce sont les infanticides. 8 mai, juste le dernier mois de mai, l'homme en instance de séparation tue sa fillette sous les yeux de sa mère. 15 mai, une mère de famille poignardée. Le couple avait envisagé de divorcer. 17 mai, il voulait se venger de son ex-compagne en tuant leurs 4 enfants. Et donc, il s'est précipité du haut d'une montagne. Et ça continue, j'en ai 3 pages, juste sur le mois de mai. Donc, il y a ce phénomène des parents qui s'accaparent leurs enfants. Donc, à qui appartiennent les enfants? Est-ce qu'ils appartiennent à leurs parents? Est-ce qu'ils appartiennent à la justice? En ce qui Et comment concerne faire en sorte que la justice puisse les protéger? Un parent manipulateur possède, son conjoint possède ses enfants, contrairement aux parents classiques. Beaucoup de parents classiques savent bien qu'à un certain âge, on ne demande plus certaines choses aux enfants, notamment leur vie amoureuse, sociale. À 40 ans, ma mère ne me demande pas nécessairement qu'est-ce que j'ai fait hier, avec qui j'étais, à quelle heure je suis rentrée. Quand on est avec un parent manipulateur, même à 50 ans, le parent continue à vouloir posséder sa progéniture, quel que soit l'âge. Pour revenir à ces personnes qui sont capables de tuer, on a un profil particulier des parents narcissiques, enfin d'un individu hyper narcissique qu'on appelle personnalité narcissique en psychiatrie, puisque vous utilisez plutôt un terme de psychanalyse qui est le pervers narcissique. Or, là où il n'y a pas tellement de nuances et que moi j'apporte dans mon travail, c'est le pervers de caractère. Et le pervers de caractère a des obsessions encore plus puissantes, justement de possession. Et donc, si tu vas ailleurs, tu ne pourras pas puisque je te tuerai. Et je possède les enfants que nous avons faits ensemble. Et je te montre à quel point je les possède. C'est que pour évidemment ne pas te permettre de t'épanouir ailleurs qu'en dehors de moi, je vais toucher ce qui m'appartient. Et ça, ce sont des pervers de caractère. Maintenant, si on reprend scientifiquement un peu plus l'explication, vous avez aussi des paranoïaques, des vraies psychoses paranoïaques, des vrais troubles psychiatriques qui peuvent s'associer. Il y en a sur le plateau, là? Oui. Ça, je ne vous le dirai pas non plus. Mais vous n'en savez rien, de toute façon. Et il y a... Non, vraiment, moi, je m'inquiéterais de la psychiatrie. Et il y a donc des tueurs qui peuvent être autres que... Donc il y a des tueurs sur le plateau, peut-être. Oui. Ils ne se verront pas Mais comment peut-on protéger les enfants de cet accaparement et de cette possession et de ce droit à l'enfant qui est maintenant général dans la société? On a un problème juridique. Juridique, judiciaire, je dirais. C'est que les magistrats ne sont pas formés. Bon, c'est le moment maintenant de la question babachou. Vous savez ce que ça veut dire, babachou, en vieux marseillais? Ça veut dire la question complètement conne. C'est moi qui la pose. Donc, cher Alain Finkielkraut, oui. J'ai cru comprendre que vous souffriez beaucoup de l'inculture ambiante, des fautes d'orthographe partout, du niveau qui baisse, de la méchanceté du net, des dénonciations anonymes sur la toile, de la multiplication des incivilités, de la connerie en général, qui ose tout. Hein. C'est pourquoi vous avez l'air si malheureux. Et moi qui suis d'un naturel très heureux comme Éric Orsena, franchement, je suis malheureux que vous ne soyez pas heureux. Ouais. Et à l'école du malheur, c'est vrai, je pense que vous auriez toujours le premier prix. Rien. Vous êtes abonné au prix d'excellence. De votre question, plus alors, que de alors, tout. ma question, babachou, qui est idiote, hein, vous n'oubliez pas, la question babachou est idiote. Cher Alain, si tout le monde vous aime, même ceux nombreux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est vrai que tout le monde vous aime, n'est-ce pas à cause du chagrin que
que vous portez, celui d'un monde englouti où chacun, au moins en rêve, était respectueux de l'autre sous le soleil de notre belle République. Quand quelque chose vous escagasse, comme on dit à Marseille, vous attrapez les 3 sœurs, là, comme ça. Hein, c'est comme si vous alliez mourir d'estransie, peu cher. Et vous êtes la mauvaise conscience française que vous vivez jusque dans vos tripes qui se tordent et se retordent. Tenez, j'ai même mal au ventre là en ce moment, pour vous, bien sûr. Ça m'estrasse le bedon. Et je suis sûr que vous avez la fièvre, vous êtes mal. Et quand on vous voit, je vais essayer de garder mon Quand on vous voit dans cet état de douleur absolue, on a envie de vous dire à l'oreille, c'est pas grave, mon gars, ça passera. Mal, bah, comme tout, mais enfin, ça passera. Et puis, on a envie de vous prendre dans les bras, et puis de vous embrasser. De vous embrasser. Au secours. De vous embrasser, toi aussi, d'ailleurs. Voilà. Ah, d'ailleurs, je ne me suis pas gêné. Alors, je vous laisse... Il y a une question, quand même. Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Ah, c'est même pas une question. Non. C'était une question, Babachou. Une question. C'est ce qu'on appelle le service public. Voilà, c'est le service public. Alors. Ah non, mais je rêve. Bon, je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Alain Finkielkraut, l'identité malheureuse. On y est en plein, voilà. Bon, c'est un très beau livre. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est pas du Zemmour, faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. On n'est pas d'accord avec tout, forcément, mais c'est vraiment un excellent livre qui a marqué le débat l'an dernier, qui va continuer parce que c'est un livre qui va durer, L'identité malheureuse, aux éditions Stock. Ensuite, alors, toute la production d'Éric Orsena. Et d'ailleurs, pour les analphabètes, il a sa boîte de la langue française. Il y a un jeu avec des dés, on peut s'amuser. C'est très, très bien pour Noël. Voilà. Ouais. Et puis, vous avez évidemment La fabrique des mots, tous ces livres sur la grammaire en coffret. Et puis, un très beau roman, au Mali, qui fait suite à la célèbre Mdamba. Alors vous, ensuite, Isabelle Naza-Aga, c'est Les parents manipulateurs aux éditions de L'Homme. Voilà, merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire à 21h40, jeudi prochain, sur France 5, avec notamment Michel Onfray. À la semaine prochaine.